Salam alaikum. Bonjour à tous. Merci, Si Hassan, pour la présentation, l'introduction. Bienvenue à vous tous. Donc, comme Si Hassan l'a dit, le domaine du préscolaire est un domaine qui m'est très, très, très important, de par ma carrière, de par ma passion, de par mes tendances à beaucoup, beaucoup aimer interagir avec les jeunes enfants. Et donc, autant vous dire que modérer cette table ronde sur le préscolaire, socle des apprentissages, est un vrai bonheur pour moi. Le Maroc a réalisé en quelques années un effort considérable avec un taux de préscolarisation des 4 à 5 ans qui est passé de moins de 50% à plus de 70%. C'est un bond qui est remarquable, mais derrière ce chiffre, il y a une question qui se pose. Et cette question, c'est quel préscolaire est-ce qu'on offre à nos enfants? Et donc c'est là la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Et pour y répondre, je ne vais pas faire ça toute seule. Et je suis honorée d'être entourée de 3 invités que je vais inviter sur le podium. On va commencer par Madame Ikram Bouayed, directrice de l'organisation du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Madame Nisrine Benabdjlil, directrice générale de la Fondation marocaine pour le préscolaire, la FMPS. Bienvenue. Madame Mercedes Mayol Lassalle, présidente honoraire et présidente mondiale de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire. Puis nous serons rejointes un peu plus tard, en cours de session, par Madame Yuri Belfali de l'OCDE. Donc on a 60 minutes, 3 axes, une conversation. Commençons. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Notre premier axe de conversation porte sur les finalités du préscolaire. Avant de débattre de la qualité du préscolaire et des défis, il faut d'abord comprendre de quoi est-ce qu'on parle. À quoi ressemble le préscolaire marocain? À quoi est-ce qu'il sert? Et qu'est-ce qu'on en attend? Alors, je vais commencer par Madame Mercedes. L'OMEP défend l'idée que le jeu est central au développement des jeunes enfants. Pourquoi est-ce que c'est si important, ce concept du jeu pour les jeunes enfants? Et qu'est-ce qu'on risque si le préscolaire devient un petit primaire? Hola. Bonjour. I will speak in English. Well, I want to say around this question 3 ideas. The first one is that play is not just another pedagogy strategy in its way of children learning. Young children do not learn in the same way as adults, as I said this morning in my presentation. They learn exploring, they learn interacting, they learn imagining, experimenting, and constructing meaning with others in the world. Play is not only a teaching tool. Play is revised. We have a lot of research coming from anthropology, sociology, psychology, but in the early years, in our settings, play is also a strategy for teachers. And of course, we have this multiple perspective that we need to integrate in our concrete work with children. The second idea is that we see that play is reduced. Now we have a narrow view about play and about what is foundational learning. Foundational learning is a concept that appears a lot in the Tashkent Declaration, for example, in 2022 in the World Conference about Early Childhood Education and Care, and is a risky concept because we can understand that foundational learning is only
reading, writing, and calculating. And this is a huge problem for our view. But there is a growing tendency to transform early schooling, transform our education for the earlier years in early schooling, to push some processes that belongs to the primary school. So it is important to understand that we need to transform this mini, as you said, dear friend, the mini primary school to a real early childhood setting, open to play, to the right to create, to culture, to activity, to discovery, etc. The third issue, it's not the order, it's not a hierarchy, but it is very important, is to consider that play is a right, a human right. And this is something that it is in the center of the agenda of the Committee on the Rights of the Child. And they developed a general comment, very interesting for us, that address play, rest, leisure, and participation in cultural life of all the children. And of course, I think that we need to visit this general comment to know what is happening there, and luckily, most of the transformation, I came from Argentina for Latin America, and most of the adaptations, most of the processes of transforming our educational law came with the inclusion of the concept of play and activities of play inside the educational laws. So in my country, for example, play is a right inside the educational law, even in primary school. Thank you so much, Madame Mercedes. I don't know how many of you, je ne sais pas combien parmi vous ont compris ce que Madame Mercedes a dit en anglais. Peut-être que je vais reprendre un petit peu les points principaux. Donc le jeu, finalement, ce que Madame Mercedes dit et ce que la recherche en éducation dans la petite enfance dit, c'est que le jeu, ce n'est pas juste une méthode qu'on va venir mettre en œuvre dans une classe. C'est quelque chose qui est entièrement fondamental au développement de la petite enfance. Donc, vous savez, le préscolaire, là, on est vraiment en train de parler des enfants qui ont moins de 5 ans. Et un des problèmes qui ressort le plus dans le préscolaire, c'est cette tendance à vouloir rendre le préscolaire comme une mini-école et se concentrer surtout sur les compétences académiques, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, les mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'on veut se préparer, on veut préparer nos enfants pour le système de l'école. Or, le jeu lui-même est en fait un droit, c'est un droit humain. Et donc, Madame Mercedes disait même qu'en Argentine, cela fait partie de la Constitution que l'enfant a le droit de jouer. Et donc, c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Et souvent, on se retrouve dans cette situation-là où le préscolaire a tendance à recopier un petit peu le système de l'école. Alors, je vais demander justement à Madame Nisrine, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez et dans quelle mesure est-ce que cette question du jeu et la question du risque de transformer le préscolaire en mini-scolaire est réelle dans le terrain ? Merci beaucoup pour la question. Bonjour à toutes et à tous. En fait, ce qu'a dit Madame Mayol résonne tout à fait dans ce qui se passe dans la réalité du terrain. Et je vais peut-être revenir même à quelques années en arrière, quand on venait d'entamer le travail sur le chantier du préscolaire et que la Fondation a ouvert ses premières classes. C'était encore plus difficile parce qu'on était vraiment confrontés d'abord auprès des parents
du fait d'accepter que leurs enfants passent la majorité de leur temps à jouer en classe. Donc pour eux, c'était du temps perdu. On a même des enfants qui ont des parents qui ont retiré leurs enfants une fois qu'ils les avaient mis, mais ils les ont retirés pour aller dans d'autres écoles où on faisait plus d'apprentissages fondamentaux, comme Madame Mayol l'a cité. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut encore persister un peu, mais on a fait beaucoup de chemin depuis. Déjà, nous, dès le départ, on était convaincus, on s'est inspiré aussi de la recherche et des pratiques à l'international pour introduire le jeu et le considérer, comme ça a été dit, comme étant un droit de l'enfant. Donc effectivement, un enfant qui est encore en train de se développer a besoin de jouer. Et on ne peut pas le priver de ce droit-là. Notre vision pédagogique, dès le départ, était centrée sur le jeu. Tout se fait à travers le jeu. Et on vient, bien sûr, construire dessus. Nous, on a une vision qui s'appuie sur 3 piliers. Tout ce qui est éducation, éveil, apprentissage, ou l'apprentissage, on parle encore des apprentissages fondamentaux, ne constitue qu'une faible partie, enfin peut-être 30 à 40% du reste. On met aussi en avant l'éducation et l'éveil, parce que l'enfant a besoin de toutes ces notions pour s'épanouir et pour grandir. Et tout cela se fait à travers le jeu. Et en tout cas, c'est pour dire que oui, c'est vrai que cette notion du jeu, elle est fondamentale au préscolaire, d'après notre expérience. Et quand je vais parfois visiter les classes, et ça me fait plaisir d'entendre les éducatrices qui elles-mêmes parfois sont gênées parce que c'est elles qui sont confrontées aux parents qui doivent leur expliquer pourquoi le jeu est important. Quand un enfant colorie, quand il danse, quand il prend part à une pièce théâtrale, en fait c'est à travers tout cela qu'il apprend. Mais parfois les parents ont du mal à le comprendre et ça les met un peu mal à l'aise. Oui. Et quand je les entends elles-mêmes ou eux-mêmes, il y a quelques éducateurs quand même, dire que ah mais les enfants adorent jouer, ils attendent ce moment et c'est comme cela qu'ils apprennent réellement et qu'ils s'épanouissent. Donc voilà. Et moi j'aime bien, peut-être que nous aussi on pourrait s'en inspirer au Maroc pour rendre, il y a 2 notions que j'approuve et que je défends aussi. C'est que d'une part, pourquoi pas que le jeu devienne dans les textes, comme étant, comme faisant partie de ce qui doit être fait non seulement au préscolaire, la deuxième idée, c'est aussi au primaire. Parce que là, peut-être qu'on va aborder ce sujet dans une autre partie de cette table ronde, mais la continuité aussi entre le préscolaire et le primaire est très importante. Voilà. Absolument. Merci. Merci, Madame Nesrine. Et je pense que quand on parle du jeu, c'est vraiment important de comprendre ce que ça veut dire. Je ne sais pas combien parmi vous, quand ils entendent le jeu, est-ce que vous imaginez, peut-être vous pouvez lever la main, je ne sais pas si on va pouvoir tous vous voir, mais quand vous entendez que le jeu c'est important, qu'est-ce que vous imaginez? Combien d'entre vous imaginent qu'en fait c'est des enfants qui jouent tout seuls, avec des jouets? Personne? Quelques personnes, je vois quelques personnes au fond, oui. Combien d'entre vous imaginent que le jeu se passe avec des adultes avec eux? Très bien, un petit peu plus de personnes. Mais effectivement, c'est ça, c'est la qualité du jeu, elle est mise en question. On ne parle pas juste de laisser un enfant jouer tout seul. Il y a laisser l'enfant jouer tout seul, il y a l'enfant joue avec ses pairs, avec ses camarades, et puis il y a l'enfant joue avec les adultes. Et cette interaction entre les enfants et les adultes est vraiment cruciale dans le développement de toutes les compétences que l'on cherche à développer chez les enfants avant l'âge de 5 ans. Donc il ne s'agit pas du tout de créer des espèces d'activités et laisser les enfants jouer parce que bon, c'est un peu comme une garderie, mais absolument pas. Et on va revenir justement au sujet de la qualité un petit peu plus tard, hein. Merci beaucoup. Donc là déjà, on a posé un petit peu le cadre. Qu'est-ce que c'est que le préscolaire et un petit peu à quoi est-ce qu'il devrait servir à beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions. On va peut-être passer sur le deuxième axe de cette conversation, qui est celui de cette nouvelle au Maroc de la généralisation. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui résiste et quel levier est-ce qu'on a pour avancer.
Donc, je vais demander à Madame Bouayed, avant d'entrer dans les défis de la qualité, est-ce que vous pourriez nous donner en quelques minutes un aperçu de la stratégie nationale de généralisation du préscolaire? Où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui en termes de couverture et de priorité? Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette édition de ce grand forum de l'enseignant pour la qualité de l'organisation, la qualité de l'accueil, le choix des intervenants et des sujets. Vraiment, merci beaucoup. Et je les félicite aussi pour avoir réussi cette édition. Merci beaucoup. Je suis particulièrement honorée de participer à cette belle table ronde sur le préscolaire dont je représente le ministère de l'Éducation nationale, de préscolaire et des sports. Bien sûr que notre pays a accompli des efforts très très remarquables en matière de généralisation du préscolaire. On est parti en 2018 de 45%, on est arrivé aujourd'hui, on touche les 85%, presque 1 million d'élèves, d'enfants qui bénéficient du préscolaire, et aussi on a plus de 5000 éducateurs et éducatrices où on a créé de nouveaux emplois et on a fait bénéficier des enfants d'un préscolaire. Et on est très conscient que cet enjeu ne se limite pas à l'accès, mais à une pédagogie de qualité qui donne aux enfants, selon leur langue, selon leur diversité de langue, diversité de culture et diversité de développement et le rythme de leur développement. Merci. Revenons maintenant à la question de la généralisation. Génération et les finalités de la stratégie du préscolaire. Premièrement, on a deux grandes finalités qu'on ne peut pas nier. Premièrement, le préscolaire aujourd'hui est reconnu comme une étape fondamentale selon la loi 59-21 qui vient d'être publiée. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un accessoire ou bien une para ou bien. Donc c'est une étape fondamentale dans la vie d'un enfant. Et c'est un droit de chaque enfant à avoir une place de préscolaire de qualité entre 4 et 6 ans. Et c'est un devoir pour chaque famille à faire préscolariser leurs enfants. Il y a même des pénalités pour ceux qui refusent de faire bénéficier leurs enfants du préscolaire. D'accord, on en apprend, parce que je ne savais pas qu'on pouvait être pénalisé pour ne pas préscolariser. Donc c'est une nouvelle au niveau du développement de la stratégie nationale pour le préscolaire. Et donc le préscolaire aujourd'hui, c'est à la fois un développement comportemental de l'enfant et à la fois aussi on apprend des apprentissages, des prérequis, et c'est une préparation à la scolarisation qui débute à l'âge de 6 ans. Donc, et c'est dans cette dynamique-là que le ministère travaille la stratégie de mixer ces deux grands axes-là. D'accord. Très bien, donc c'est vraiment une stratégie pour vraiment préparer l'ensemble des enfants marocains. Et de façon générale, j'imagine qu'il y a encore des disparités entre le milieu urbain, le milieu rural. Quels sont les chiffres ou bien quelles sont les grandes tendances au niveau de la généralisation à travers les différentes régions du Maroc, entre urbain et rural? Est-ce qu'on voit encore des différences? Pour le milieu rural, je vais parler du milieu rural. Au début, en 2018, et après les instructions royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, on est commencé à un pourcentage très 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 faible en milieu rural. Maintenant, on est arrivé à généraliser le préscolaire au milieu rural à 80% du taux global. Très bien. Alors, c'est le milieu rural seulement bénéficie de 80% de généralisation du préscolaire. Alors, avant, on n'avait pas d'offre ni de préscolaire privé au milieu rural, ni du préscolaire, disons, entre guillemets, non structuré au milieu rural. Il s'agit d'une offre de MSID qui enseigne le Coran et quelques notions de base de l'apprentissage. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, on va passer justement à Madame Nisrine. Donc, la FMPS a joué un rôle très, très important dans ce processus de généralisation. Quelle a été votre expérience? Qu'est-ce que vous avez vu au niveau du terrain par rapport aux différents défis de qualité? Donc, on peut parler justement du clivage urbain-rural et comment ça a évolué, mais aussi d'autres aspects de la qualité. Alors, moi, je vais peut-être rebondir sur cette question de clivage, Oui. parce que peut-être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au contraire, le développement du préscolaire dans le milieu rural a été plus rapidement, parce que ça a démarré effectivement avec le lancement de la 3e phase de l'Initiative nationale pour le développement humain, qui a consacré un programme sur 5 ans pour la création de 10 000 unités préscolaires dans le rural. Et ça, effectivement, comme Mme Moyad vient de le dire, ça a boosté le taux de préscolarisation dans le rural. Et vraiment un préscolaire de qualité, en fait, où les classes respectent les normes, où il y a vraiment eu un grand investissement par la création d'unités dédiées uniquement aux préscolaires qui vont de 1 à 3 classes, parfois quelques-unes, mais c'est très rare, un peu plus, mais surtout entre 1 et 3 classes, là où il y a beaucoup d'enfants, là où les populations résident, et donc au plus près de l'enfant. Donc, on peut dire qu'au Maroc, on peut vraiment dire que sur le préscolaire, cette question de clivage, on peut dire qu'on est vraiment sur une même qualité de préscolaire, que ce soit dans le milieu rural qu'urbain. Maintenant, par rapport aux défis, en fait, de notre expérience, j'ai parlé du premier défi, et franchement, que nous avons rencontré dès qu'on a commencé à travailler sur le préscolaire, celui des parents, celui du jeu, etc., parce que c'est des notions qui étaient alors inconnues. Et je rebondis effectivement sur ce que vous avez dit sur l'interaction entre les adultes et l'enfant, quand on a parlé de jeu, mais je vais revenir et préciser que il y a différentes approches pédagogiques qui ont marqué le préscolaire et la recherche internationale de préscolaire. J'ai parlé de Montessori, j'ai parlé aussi d'Emilio Reggio. Et toutes ces approches en commun 3 choses, d'autres, mais en tout cas essentiellement, c'est l'approche par le jeu, c'est l'autonomie et aussi la relation enfant-adulte. Et pourquoi je vais insister sur cette relation? On a beaucoup parlé, moi j'ai assisté à quelques conférences où on parlait du rôle clé de l'enseignant. Mais là aussi, l'un des défis, c'est le profil de l'éducatrice, de l'éducateur. Comme j'ai dit, j'ai parlé beaucoup d'éducatrices parce que c'est majoritairement à plus de 80% des éducatrices. Il y a aussi des éducateurs qu'on remercie également pour leur engagement. Absolument. C'est juste... Exactement. C'est juste que généralement, à chaque fois qu'il y a une personne de genre masculin, on vire vers l'utilisation du masculin. Mais là, je vais féminiser féminiser. Exactement. Donc, pourquoi donc, si la qualité du préscolaire réside aussi en grande partie sur la qualité de ses interactions, ça veut dire que le profil de l'éducatrice, sa formation, ses compétences sont très importantes. Donc, je peux même résumer, comme dans n'importe quelle approche, il y a l'environnement. Si on veut un préscolaire de qualité, il faut que l'environnement soit un environnement de qualité, ça veut dire la classe, les équipements, etc. Il faut que le contenu soit un contenu de qualité. On en a un peu parlé dans la première question. Dire quelles approches pédagogiques, quelles activités pour les enfants. Et puis il y a le 3e aspect qui est très important, c'est le profil de l'éducatrice. Je rappelle que le démarrage vraiment du préscolaire, le lancement du programme national date de 2018, c'est assez récent. C'est un nouveau métier au Maroc. Ce n'est pas un métier qui existait pour lequel on peut dire qu'on a déjà des approches qui sont éprouvées. On est en train de construire. Et donc, le défi, c'est de continuer à investir dans la qualité des éducatrices, d'accompagner leur développement professionnel, de par la formation, l'encadrement, et aussi de faire confiance en fait, que ce soit au programme lui-même, qui est basé sur le jeu, mais aussi à ce nouveau métier qui est en train de
d'émerger et pourquoi de vraiment qui peut aller encore très loin. J'ai parlé des visites que je fais de temps en temps dans les classes. Je suppose que ce n'est pas uniquement pour le préscolaire, ça existe certainement aussi dans le primaire, le collège, le lycée, mais je suis souvent émerveillée par la qualité de quelques éducatrices, leur créativité, l'amour qu'elles ont pour le métier et cette volonté d'aller encore plus loin. Donc on peut, mais il faut qu'on se donne, qu'on y croie et qu'on se donne le temps pour y arriver. Il ne faut pas oublier que c'est récent, 2018, ça ne fait pas très longtemps, et que ce genre de programme, ça se fait pas, on ne voit pas forcément les résultats du jour au lendemain, mais c'est des résultats qu'on va voir sur le long terme. Bien sûr, absolument. Donc, comme toute politique éducative à grande échelle, le changement s'opère sur plusieurs années. On ne peut pas s'attendre à un changement immédiat. Vous avez aussi parlé de ce sujet peut-être que c'est un biais de penser qu'au niveau rural, il n'y a pas autant de couverture préscolaire qu'au niveau urbain. Personnellement, ayant visité pas mal de régions urbaines et rurales dans le préscolaire, j'avais remarqué tout de même que les familles devaient quand même emmener leurs enfants en dehors de leur douar pour retrouver les unités préscolaires. Donc, est-ce que ça a du sens vraiment de répliquer le système de l'unité préscolaire tel qu'il est conçu pour l'urbain au niveau du rural? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui fait sens? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour apporter une éducation de qualité aux enfants? Je vais réagir rapidement Oui. parce que en fait, c'est vraiment une question, peut-être que le fait les unités qui ont été créées au plus proche de là où il y a les enfants. J'ai parlé d'un autre phénomène pour lequel il y a différents avis, mais je vais donner le mien. Oui, bien sûr. Alors, dans le rural, c'est peut-être qu'on a parfois des populations qui sont plus dispersées que dans l'urbain. Oui. Donc, l'effort qui a été fait quand le programme du préscolaire a été lancé dans le rural par l'INDH, c'est d'aller au plus près des populations, donc là où il y a des enfants. Au début, c'était là où il y avait le plus d'enfants, donc là où il y avait 25 enfants et plus, 20, etc. Mais au fur et à mesure que le programme se développait, il y a des unités qui ont été créées là où il y a 5 enfants. Donc, il y a des unités qui sont là pour accueillir des enfants. C'est pas forcément loin de là où les enfants sont, parce que déjà, quand les unités ont été mises en place, il y a eu des critères. Il ne faut pas que ça soit à plus de 1 km. D'accord. Il faut que l'accès soit facile. Donc, les unités qui ont été développées dans le rural, c'est des unités qui respectent un certain nombre de critères. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Ça, c'est la grande question. Si on revient aux droits de l'enfant, et si on prend un exemple d'autres pays qui ont vraiment décidé d'investir dans la petite enfance comme étant le départ d'un investissement dans le capital humain, là où il y a un seul enfant, on doit avoir un espace d'accueil qui est adapté. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, je dirais oui, peut-être qu'il y a des unités qui sont dans des endroits qui sont dispersés, mais au moins ils regroupent un certain nombre d'enfants. Et deuxièmement, est-ce que vraiment d'autres approches alternatives respecteraient la qualité et le droit de l'enfant? Oui, c'est vraiment des questions qu'il faut aborder en ayant tous ces sujets oui. en esprit. Voilà. Tête, oui. Et surtout, il faut se demander à terme, parce que tout ce qu'on a réalisé, Madame Boyad a donné quelques chiffres, on frôle les 85% de taux de préservation nationale, on frôle les 90% dans le rural. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut des modes alternatifs qui risquent de revenir sur tout ce qui a été réalisé? Tout à fait. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et ce sont des décisions qui sont très bien réfléchies. Je vais juste inviter Madame Yuri Belfali qui nous rejoint en cours de session. Bienvenue, Madame Yuri. Bienvenue. Bonjour.
Alors pendant que vous vous préparez avec votre micro, je redonne la parole à Madame Ikram qui veut rebondir sur le sujet du rural, puis on parlera encore un peu de la qualité. Alors, il faut juste signaler que pour répondre à ce besoin, alors le ministère essaie de généraliser la micro-planification. Je parle sous contrôle de Madame la directrice de la planification. On veut répondre aux besoins réels, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu rural, tout en tenant compte des zones à forte densité, les périurbains, et les zones à faible densité, les milieux ruraux et les zones éparpillées. Donc, on prépare deux alternatives qu'on essaie d'expérimenter avec notre cher collègue, notre cher partenaire plutôt l'UNICEF et Zagora. On essaie d'expérimenter un modèle d'une éducatrice itinérante pour les zones à faible densité, pour que ce soit, même s'il y a des classes en 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on ne peut pas les priver de leur droit d'être préscolarisés, et selon la loi 59-21, qui considère surtout que le préscolaire est conçu un espace de formation intégrale de la personnalité de l'enfant et non seulement comme une préparation académique. Merci beaucoup, Madame Bouayed. Donc c'est vraiment bon de savoir, on apprend des choses dans cette table ronde, on apprend que le ministère est en train de prendre en compte différentes façons de déployer l'offre préscolaire en fonction des besoins, en fonction des milieux. Et donc c'est justement cette ouverture vers les différentes alternatives, vers les différentes possibilités qui finalement donne l'espoir que le préscolaire sera non seulement généralisé en termes d'accès, mais aussi en termes de qualité. Yuri, bienvenue parmi nous. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Vous êtes au niveau de l'OCDE et vous allez nous parler un petit peu de la qualité dans le préscolaire. Je voulais juste vous poser une question qu'on avait gardée pour vous. Dans les données de l'OCDE, quel type de programme préscolaire tendent à produire les meilleurs résultats à long terme? Et quels sont les ingrédients clés que vous voyez revenir dans les systèmes préscolaires à travers le monde? Merci beaucoup. Et le micro. Bonjour et merci beaucoup pour cette opportunité de participer à ce débat, malgré que j'ai pu venir au milieu de la séance. Et je suis en charge de la question des politiques de la petite enfance et l'OCDE contribue à l'analyse comparative au niveau international pour que différents pays comprennent de la situation, les défis, opportunités à travers le regard des données et compréhension des résultats qu'on peut observer dans notre pays, dans les différents pays. Et à travers ces comparatifs, nous avons identifié 5 piliers de qualité. Donc, je comprends que vous êtes en train de discuter les facteurs qui mènent à la qualité et l'équité de la petite enfance. Et ça, ce sont des 5 piliers curricula qui mènent vers le contenu adapté au âge, adapté aux besoins des enfants, mais aussi tenir en compte l'inclusion. 2, c'est la capacité des éducateurs, et vous êtes en train de déjà discuter, c'est évident. 3, c'est la gouvernance, financement, la façon le système est organisé. 4e, suivi, évaluation, avec les données qui illustrent la situation du système, mais aussi les enfants. Et dernier, c'est la collaboration avec la communauté, les parents et différents services sociaux. Et si vous me permettez, je voudrais juste partager quelques aperçus de dernière étude de OCDE pour laquelle le Maroc a participé. C'est une enquête internationale des enseignants et des éducateurs de préscolaire. Nous avons posé des questions aux éducateurs de préscolaire dans 15 pays, y compris le Maroc, et on a identifié certains aspects que le Maroc fait déjà très bien par rapport aux autres pays, mais le Maroc a peut-être besoin de faire plus d'efforts. Est-ce que je peux prendre juste 2 minutes sur ça? Absolument.
Donc d'abord, on a trouvé que Maroc a vraiment une chance d'avoir des éducateurs très engagés, très motivés, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. On a trouvé que plus que 90% des éducateurs de préscolaire, malgré des difficultés et les défis, ils disent qu'ils sont très satisfaits du métier. Donc, ils sont fiers d'être éducateurs. Et je vois ça aujourd'hui avec tous ces nombres d'éducateurs et des enseignants qui se réunissent pour davantage développer leurs compétences. Par contre, et aussi, ce qui est très fort au niveau de Maroc est que, comme quelqu'un vous a déjà dit, apprentissage et développement des compétences des enseignants et des éducateurs n'est pas seulement les théories. Ça doit être les compétences de pratique. Et formation ne doit pas être juste des conférences académiques, mais intégrées dans leur pratique quotidienne. Et ça, ce qu'on trouve que le Maroc fait déjà bien par rapport aux autres pays. Il y a plus que 50% des éducateurs de préscolaire disent qu'il y a opportunité de coaching entre les éducateurs ou induction, donc c'est l'initiation pour les nouveaux et nouvelles éducateurs par les anciens. Ça, c'est une très bonne pratique qui est aussi prouvée par des différentes recherches. Par contre, ce que le Maroc davantage doit renforcer est le challenge est d'adresser la diversité culturelle et linguistique au sein de l'établissement et surtout que 80% des éducateurs de Maroc disent qu'il y a un important pourcentage des enfants qui ne parlent pas la langue d'instruction au niveau de préscolaire. Cependant, 40% des éducateurs préscolaires disent qu'il manque encore les formations, opportunités de formation, surtout pour travailler sur les besoins spécifiques, culturels, linguistiques des enfants. Donc, il y a les défis, mais l'offre de formation ne correspond pas encore tout à fait à l'attente des éducateurs. Donc, c'est un sujet qu'on pourra certainement approfondir. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez parlé de leadership, parce que éducateurs peuvent exercer leur pleine capacité s'ils sont soutenus par le leadership de institutions, de centres de la petite enfance, de systèmes. Et il y a 2 défis au Maroc. Premier, le taux de feedback que l'éducateur de préscolaire au Maroc reçoivent est très bas par rapport aux autres pays. Donc, le leader des directeurs de préscolaire ne offre pas nécessairement le feedback pour améliorer les côtés pédagogiques, le côté gestion aux éducateurs. Donc, éducateurs attendent, et je pense que beaucoup d'éducateurs dans la salle sont d'accord, de feedback constructif. Deuxième défi est que le métier d'enseignement et éducation préscolaire est un métier très féminin. Ce n'est pas seulement le Maroc, c'est partout dans le monde. Par contre, et au niveau du Maroc, il n'y a pas d'exception, plus que 90% des éducateurs préscolaires sont des femmes. Par contre, si on compte le nombre de femmes qui prennent le rôle de leadership dans le préscolaire, c'est 40% seulement. Mais dans d'autres pays, il y a des leaderships féminins qui sont développés. Donc là, il y a aussi à faire au niveau de Maroc pour apporter le regard et perspective équilibrée de hommes-femmes dans la décision au sein de gestion d'établissement, dans la décision de pédagogie et la stratégie de préscolaire. Merci. Donc ça, c'est l'aperçu en 2 minutes. Très bien, mais juste une clarification, quand vous dites leadership, vous parlez des directeurs, directrices d'unités préscolaires, c'est ça ? D'accord, très bien. Donc pas mal de défis. Peut-être certains d'entre eux on peut adresser maintenant. Est-ce qu'on pourrait peut-être adresser, avant de passer à la langue et l'inclusion, puisque c'est l'objet de notre 3e et dernier axe, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu des éducateurs et éducatrices. Nisrine, est-ce que tu voudrais... Peut-être une petite réaction, mais bon, nous, à la Fondation, on gère 70% du préscolaire public. On a à peu près 25 000 éducatrices et éducateurs, c'est vrai, beaucoup d'éducatrices, 80%. Mais juste pour le rôle de leadership, c'est peut-être bon à clarifier. De toutes les façons, nos superviseurs sont issus de nos éducateurs. Donc forcément, c'est des femmes.
Et je me rappelle quand on a mis en place nos premiers responsables provinciaux, ça par contre c'est un défi parce que c'est beaucoup de déplacements. C'est des personnes qui doivent aller se déplacer et visiter les classes. Et on a fait une petite pause pour réfléchir parce qu'on se disait, est-ce que si on prend des femmes, parce qu'elles doivent, c'est un choix. Généralement, elles se marient et doivent rester avec les enfants. Mais on a fait le choix de donner la chance à des jeunes femmes. Et aujourd'hui, on est j'avais même présenté il y a quelques temps, on est à 50%. 50% pour les responsables provinciaux et beaucoup plus pour les superviseurs parce qu'ils sont issus des éducatrices. Donc, nos superviseurs doivent être à 60-70% de taux dans ce rôle de leadership parce que de toute façon, c'est issu de nos éducatrices. Mais je comprends. De toute façon, nous, on représente 70% du préscolaire public, 50% du préscolaire national. Mais c'était juste pour donner quelques chiffres de la Fondation et notre approche. Merci beaucoup à vous deux. Les défis sont assez clairs. Les leviers peut-être commencent à se dessiner. Notre troisième et dernier axe, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre séance, aborde une dimension qui est essentielle et que Madame Youri a commencé à adresser, qui est celle des langues, des cultures, de l'inclusion. Le préscolaire marocain opère dans un paysage linguistique qui est très riche et on sait que les enfants qui ont moins de 5 ans ne savent pas encore lire et écrire, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils puissent interagir. Le but, c'est qu'ils puissent avoir des conversations. Alors, la grande question, c'est donc cette diversité, comment est-ce qu'on en fait un atout plutôt qu'un obstacle? Je vais demander à Madame Mercedes, du point de vue des droits de l'enfant, qu'est-ce que ça signifie, un préscolaire qui reconnaît et valorise les langues et cultures de chaque enfant? Language, culture, and inclusion are all totally connected, and I would share some key ideas about the topic. The first one is, I talked about that in my presentation. The first is recognizing mother tongue as for the child as a right. The child is a right holder, and mother tongue is not only means communication, oral communication. You know that a pedagogue, a very known pedagogue, Loris Malaguzzi, talked about the multiple languages that the child has, but all languages, even the languages of the body, are connected with their identity, with their culture, with the sense of belonging. And this is why it is so important that to see that and to recognize that children, when they communicate not only speaking, but playing, narrating, singing, creating, with others. And of course, language and culture are inseparable, and they are the foundation of meaningful education, meaningful learning. But we know that this is not quite recognized. I remember once in the door of École Maternelle, kindergarten, a mother said to his little boy, "Do not talk as you talk at home." Because she was worried. They were from Bolivia, from another country. They were migrants, and she was fearing about discrimination, no? And this is something that it is important because the mother, in a way, and of course the school, was denying his culture and his language. So we need to operate on our programs and our view about what is critical pedagogy connected with multicultural and intercultural studies.
And the other idea is that it's about participation, because you know that participation is the first, I think, the first human right connected with political human rights. Of course, children has the right to participation, but we live in a world that is adult-centered. And we need to move to the child-centered view and culture inside schools. And mother tongue is the first space where children participate, the first children to mean where they express themselves, they create culture using mother tongue. So this can be understood also as part of the culture of the child, the language, no? The language and the multiple languages. Thank you. And that is why it is so important to be very selective with songs, with dances, with books in the kindergarten. I remember once with a teacher that was listening a song that it was a popular song in the radio. And I say, what are you doing with this? No, they love this. Yes, they love, but we are not only here to offer children what is in their context, the daily context. We have also the duty to enrich development, to enrich the offer, the educational offer, to open it. So it is a double movement. One is recognizing the culture and valuing the culture, but the other issue that we need to be very aware is to open this culture to the world, to move the horizon, the cultural horizons of the child in order to fulfill his right to full development. Thank you, Mercedes. Merci. Donc finalement, ce que Madame Mercedes dit, c'est que les éducateurs et éducatrices sont les architectes de l'environnement d'apprentissage des enfants. Et tous les choix qu'ils vont faire au niveau des langues auxquelles ces enfants sont exposés vont avoir un impact sur le développement linguistique, sur le développement identitaire de ces enfants-là. Parce que la langue maternelle est très importante au développement identitaire, parce que la culture de la maison est intégrale, elle fait partie de la culture de l'école, elle ne devrait pas être complètement séparée que ce soit l'école ou que ce soit le préscolaire. Alors peut-être rapidement, Madame Nouri, est-ce que vous avez des recherches internationales que vous pourriez partager? Il nous reste que 5 minutes avant la clôture. Peut-être quel est finalement le grand point qui est prouvé par la recherche scientifique sur le lien entre le multilinguisme et les apprentissages et le bien-être de ces enfants? First of all, I fully agree with you, Mercedes, that this is very important to talk about the success or development of children, not only from the perspectives of what they know, what they are able to do, but also what identity they develop, whether they feel comfortable and belonging to the institutions of the preschools. That matters a lot. And from international research perspectives, I want to share 2 things. When we study the children from early childhood to also school age, preschool and middle schools, and as you might know, OECD is also conducting PISA study, which is a large comparative study. It shows that learning language is not about the language. It's not about knowing to speak, understand other languages. It shows that children who are exposed to the learning of different language tend to show more openness to other cultures. They are more curious, and they show more interest in understanding other perspectives. So this nicely shows that language is just an entering point, window to open the perspectives
to open the learning to develop the curiosity, empathy, confidence, and the sense and purposes of learning. So that's why it's very, very important element. That's why we need to acknowledge the language that children bring as an asset, not as a handicap or challenge if they don't speak the mainstream language. Thank you. Donc, les langues sont en fait des ressources et non des obstacles. Et ce sont des fenêtres vers les cultures, ce sont des outils de développement de la curiosité, de l'ouverture culturelle. Et on ne parle pas nécessairement des langues internationales. On est en train vraiment de parler des langues qui sont représentées au sein de notre pays, que nous portons tous en nous. Alors, Madame Boyed, peut-être, en quoi est-ce que ce sujet des langues est lié à la qualité dans le préscolaire? Pour les langues au Maroc, c'est une richesse. Alors qu'on doit respecter et conserver et l'utiliser comme un levier de qualité et d'apprentissage. Alors pour avoir un apprentissage de qualité, je vais en profiter de citer la stratégie nationale de préscolaire qui ne peut être que par l'instauration des 3 leviers prioritaires. L'instauration d'un dispositif d'assurance qualité, c'est un dispositif de labellisation des UP au Maroc qui se base sur un référentiel très très détaillé que les associations vont faire l'auto-évaluation des UP et par la suite, les référents du ministère de l'Éducation nationale vont faire un audit échantillonné pour savoir ou pour calculer le taux de concordance entre ces 2 résultats. Les UP étant les unités préscolaires. Bien sûr, entre les évaluations du résultat du préscolaire. Le soutien professionnel, comme a dit Madame Nisrine, ne peut pas passer sans un REC, un référentiel d'emploi et de compétences qui a pour objectif de structurer ce métier et le met en valeur par 3 niveaux. Un niveau d'éducateur et éducatrice, on féminise toujours le métier d'éducateur. Alors, éducatrice et éducatrice, éducateur qualifié et éducateur référent. Alors, ces 3 niveaux de ce métier doivent être bien structurés sur un référentiel d'emploi et de compétences modifié sur la base du nouveau cadre curriculaire qui va être publié bientôt. Le 3e, c'est l'harmonisation de plusieurs référentiels pédagogiques. Ces nouveaux référentiels pédagogiques doivent être harmonisés pour tous les opérateurs du préscolaire et par la suite, on est en train de préparer un guide pour les enfants en situation d'handicap et les enfants qui ont des besoins d'apprentissage ou bien des difficultés d'apprentissage. Alors tout ça, ce sont des grandes structures de la stratégie nationale du préscolaire au Maroc qui visent toujours la qualité du préscolaire parce qu'on est maintenant, on est très à l'aise dans la phase de généralisation. On touchera bientôt les 100% à l'horizon de 2028, mais on se focalise maintenant sur la qualité, l'harmonisation, le droit de préscolarisation de nos enfants et le devoir des familles de préscolariser leurs enfants. Merci. Merci beaucoup, Madame Boyed, et merci de nous avoir donné cette information qui est vraiment très cruciale, qui est au niveau institutionnel, de comprendre ce que le ministère a déjà envisagé dans le contexte de la généralisation et tous les efforts qui sont faits pour déployer ce préscolaire et s'assurer de sa qualité et l'évaluer tout en continuant ce déploiement de la généralisation. On arrive à la fin de cette séance, peut-être juste avant de clôturer, en une phrase, quelle est pour vous la priorité absolue pour le préscolaire marocain d'ici 2030 ? Allez-y. Alors, pour le ministère, c'est avoir des éducateurs et éducatrices certifiés de compétences, une meilleure qualité de formation pour pouvoir donner une meilleure qualité d'apprentissage. Merci. Je vais juste ajouter, pour construire dessus, effectivement, on est là dans le Forum national de l'enseignant et comme j'ai dit au début, l'éducateur, l'éducatrice joue un rôle
primordial, un rôle clé. Autant, bien sûr, il faut les accompagner, il faut penser à leurs conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, c'est un programme qui a démarré depuis quelques années. On a des personnes qui commencent à se professionnaliser. Il faut reconnaître cette professionnalisation, il faut reconnaître ce métier. Il y a les outils, mais il y a aussi une réflexion par rapport à leur cadre général de travail qu'il faudra entamer. Voilà. Merci. Okay. Well, the only thing, my message is, if we took all this concept that we have shared together, one thing becomes very, very clear, that it's that language, culture, and play, they are totally inseparable. And they are dimensions that can guarantee a meaningful learning for each child. So we need to focus on that and to have a confidence in the activity and the agency and participation of each child. Thank you. Juste une phrase, le soutien pour le développement professionnel et épanouissement des éducatrices et éducateurs. Très bien, merci. Donc, en majorité, la priorité absolue, c'est vraiment de se focaliser sur les éducateurs et éducatrices du préscolaire qui, finalement, sont les architectes de cette expérience d'apprentissage des enfants et aussi, avec ça, une compréhension vraiment forte de la part de toutes les personnes qui sont en responsabilité et de toutes les personnes qui forment ces éducateurs et éducatrices, que le jeu, les langues, la culture ne peuvent pas être décontextualisées, ne peuvent pas être séparées les unes des autres. C'est complètement impossible. Et donc, c'est avec ça qu'on va clôturer cette séance. Merci beaucoup à toutes pour votre présence aujourd'hui et pour vos super insights dans cette table ronde. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci aussi à Myriam pour avoir brillamment modéré cette table ronde. Je vais vous laisser prendre une photo ensemble. Oh.